Quelle mouche a piqué Luc Saint-Éloi, un comédien guadeloupéen, pas content d'avoir pas été aidé et financièrement par ses frères guadeloupéens. Que voulez-vous, on n'est jamais roi chez soi. Il dit merci à la Martinique, à ses frères de l'Hexagone pour l'avoir fait. On verra bien qui est ce fameux comédien Luc Saint-Éloi. Et toujours en Guadeloupe, avec l'accord de nos élus, la directrice de la RS suspend le TESCAN pour cause de rentabilité et d'occupabilité. Cela coûte vraiment trop cher, 600 000 € par année. Mais nos médecins disent le contraire. C'est rentable et on en a besoin en Guadeloupe. Qui dit vrai? Les mauvaises langues disent que la main invisible d'Augustin est passée par là. On verra bien. Et toujours d'actualité, la Covid-19, c'est le couvre-feu en Martinique, en Guyane, en Hexagone, et pas en Guadeloupe, mais de nouvelles restrictions doivent être appliquées. La loi sur la laïcité, le débat est relancé avec la décapitation d'un professeur d'histoire et géo au collège en Hexagone. Le complotisme, le séparatisme, le communautarisme n'ont pas leur place dans la République. Ce qu'a dit le président de la République. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon dimanche, bon café chaud. Pas de café chololo, mais café chaud, Monsieur Ramaille. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Madré. Bonjour aux amis du plateau. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et bon dimanche à tous. Raphaël Espéronel. Oui, bonjour les nègres de plateau et bonjour à tous les autres. Nico Italic. Bonjour à vous, madame, monsieur. Bonjour, mon André. Bonjour à tout le monde. La Fania All-Star est de retour. Édouard Collet. Et bonjour à tous et très content de vous revoir, mes chers amis. Et nous aurons peut-être René Beauchamp en visio vers 11h. Alors, Nico Italic, votre ami Luc Saint-Éloi. Le président Macron, c'est ça? Non, Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi, oui. Luc Saint-Éloi. Et vous le connaissez? C'est pour la police ou pour les organisateurs? Non, parce que moi, j'ai pas compris. La question, c'est est-ce que vous connaissez alors, j'ai pas compris. Et il dit qu'il n'a pas été aidé par ses frères. On entend quelqu'un de la région qui dit oui, il a reçu 20 000 €, 2 fois 20 000 € et 15 000 €. On ne comprend pas trop. Alors, pouvez-vous nous expliquer Je vais vous dire la vérité. Oui. Avec la vérité, toute la vérité. Ouais. Si je mens, je vais en enfer. Je vais en enfer. Là où sont mes ancêtres, sans doute. Bon, alors, dans cette affaire-là, c'est l'histoire d'un livre écrit par Guy Lafage. Guy Lafage a écrit un livre qui s'appelle L'impossible procès. Bon livre à lire, hein, ça se lit facilement. Bon. Luc Saint-Éloi, guadeloupéen, auteur, compositeur, réalisateur, comédien, met en scène, en remoulinant le livre, L'impossible procès. L'objet, c'est, vous savez, il y a eu en 68 un procès de 18 Guadeloupéens devant la Cour de sûreté de l'État en France. 68. Oui, après 67. Les méfaits ont été commis en 67 et le procès en 68. Bon. Et donc, le livre s'inspire de cela. Hein, d'accord? Bon. Donc, il est question de décolonisation, question de séparatisme, tout ça, l'indépendance de la Guadeloupe, voilà. L'impossible procès. C'est ça l'objet de la chose. Et donc, le conflit, quel est-il? Il est dans le fait que Luc Saint-Éloi, à mon avis, hein, c'est un éco-italique, j'espère qu'il ne le prendra pas mal, s'est improvisé en tant que producteur de spectacle.
Voici un type qui a du talent, comme on ne peut pas imaginer dans son domaine. C'est un comédien, c'est un metteur en scène. Et sans doute à cause de la défaillance de nos structures financières, il se met, lui, à vouloir financer aussi sa production, les productions. C'est difficile. Alors ça veut dire quoi? La région lui dit, je te donne, mais c'est ou voueille ou pas voueille. Hein? La mairie de Paris lui dit, ou voueille ou pas voueille. L'admi lui dit, ou voueille ou pas voueille. Et l'exigence pour lui de produire son art fait qu'il est embarqué dans cette affaire de production. Voyez? Et donc on a un problème terrible, c'est la question de rôle de chacun, les fonctions de chacun. Vous excellez quelque part, que le ciel vous fasse exceller là où vous êtes. Jacob Desvarieux, à mon avis, c'est pas un mathématicien. Il ne peut pas changer sa guitare pour une machine à calculer. Hein? Enfin, ce serait pas bon. Et c'est ça le problème général de cela. Bon. Ensuite, il n'y a pas de doute, c'est un honnête homme, Luc Saint-Éloi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais la distorsion vient de ce fait qu'il y a un défaut de production d'entrepreneurs authentiques dans le secteur artistique en général et celui de cette pièce en particulier. Alors, les problèmes, lui, il n'a pas eu l'argent à temps, etc., par la région Guadeloupe. Alors, bon, les Martiniquais, qui sont nos frères, ont trouvé intéressant, à mon avis, de faire un coup. Hein? Et donc, les Martiniquais, on les aidé. Donc, il a dit aux Guadeloupéens, ils n'ont pas qu'à aider moi, c'est nos frères Martiniquais qui m'aident. Bon, ça ne facilite pas la relation. Hein? Bon. Ensuite, aujourd'hui, il produit donc 18 spectacles en France de cette pièce où il a besoin d'argent pour faire ça. La région Guadeloupe lui avait dit « je vais vous donner », c'est au ou pas voie, donc l'argent n'arrive pas. Mais le spectacle est déjà en route. La mairie de Paris ne l'aide pas. Bon, voilà, c'est ça son problème. Cette pièce mérite d'être vue, c'est ça. Le livre mérite d'être lu. Les problématiques méritent d'être entendues. Hein? Mais il faut que ce pays comprenne que chacun doit rester dans son larel, quoi. C'est ça la difficulté de Luc. Hein, c'est ça sa difficulté. Et j'espère que ce spectacle qui a lieu jusqu'au 28 octobre, à l'épée de bois, porte de Vincennes, dans le 12e arrondissement. Mais avec la Fage aussi, c'est pas fini. Alors, pour le Cancan, la Fage dit qu'il n'est pas né nouvelle de Luc Saint-Éloi. Hein? Il écrit livre là, Saint-Éloi qui a fait spectacle, il n'est pas né nouvelle. Bon. Je pense que, d'après ce que je sais, ils ont une convention à deux. Hein? C'est signé. Hein? Bon. Mais l'auteur du livre et le business, c'est deux choses différentes. C'est différent. C'est un mélange de genres encore. L'auteur confond ses droits d'auteur avec la caisse. Il faut que la Fage se calme. Et surtout, d'après ce que j'ai compris, la région s'est mêlée là-dedans pour dire que lui, il jamais cette là l'argent. Et quand on regarde ce que dit la région au niveau de l'argent qu'il donne, il ne dit pas qu'il donne à temps, parce que l'argent arrivait trop tard, pas l'argent encore. Deuxièmement, la région ne dit pas que pour les 18 spectacles à venir, elle n'a encore rien donné, et que ça tourne à l'épée de bois. La région mélange ce qu'elle donne comme subvention pour le matériel, l'approche et l'argent qu'on donne aux gars. On fait croire que quand on donne de l'argent pour la sono, hein, pour l'éclairage, on donne de l'argent à l'auteur. Non, c'est de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est politicien. Alors, pour résumer ça, je crois que la Guadeloupe ferait bien que chacun se tienne dans son larenne. Hein, et que les entrepreneurs soient des entrepreneurs. Les metteurs en scène le soient. Mais dès lors qu'il y a de la défaillance, on est dans la confusion. Et surtout, nous aimons les cancans, nous aimons les coups de langue. Hein, alors que la vraie question, c'est la question de la décolonisation, de l'indépendance, de mai 67, de la façon dont la France a jugé. Tout le monde qui a oublié continue à ça, il a appelé nos serviteurs, est-ce qu'il s'est touché, est-ce qu'il s'est pas touché. Moi, j'atteste que cet homme-là est un honnête homme. C'est vraiment votre ami, hein, monsieur Luc Saint-Éloi. Alors, Raphaël Espéronnel. je ne le connais pas, mais pas personnellement, mais je le connais comme artiste. Et sur cette affaire, c'est très intéressant, parce qu'au-delà de l'aspect anecdotique, événementiel, et hyper réel, hyper présent, que narre de manière absolument éloquente mon ami et néanmoins voisin de droite. Je crois qu'il y a quand même deux problèmes de fond qui se posent à Guadeloupe de manière itinérante.
Le premier problème, ça veut dire qu'il se balade dans le temps depuis la nuit du temps en Guadeloupe. C'est le problème de la culture et du statut de la culture. Le problème des politiques culturelles. Une fois de plus, quelle politique culturelle on met en place ici et qui nous permettrait de comprendre comment une œuvre peut s'inscrire dans une démarche. 2, le problème des institutions culturelles, bien sûr, qui doivent servir de relais aux politiques culturelles. Et 3, le problème des productions culturelles et du statut donc des producteurs. Donc là, on a vraiment quelque chose, un domaine dans lequel il y a une opacité totale, il y a un amalgame total, et il n'y a aucune visibilité et aucune lisibilité. À partir de là, pour reprendre un petit peu ce que disait, ce qu'on disait, vont se poser 3 types de problèmes qui sont le statut même de l'amalgame. C'est comment finance-t-on la culture? Et on voit en Guadeloupe qu'est-ce qu'on finance. D'ailleurs, on pourrait peut-être déjà se demander quelle est la définition de la culture. Si c'est la culture, c'est le spectacle, moi je veux bien. J'ai la prétention d'être un psychologue de la culture, mais c'est pas que je ne me retrouve absolument pas dans la gestion des spectacles, des événementiels. Donc, quel est le financement de la culture? Deuxièmement, il faut quand même qu'on réfléchisse, que les producteurs, les créateurs, et je vois ça par rapport à des gens qu'on accompagne en création d'entreprise, qu'ils arrêtent de fonctionner ou d'avoir comme référence uniquement la subvention pour pouvoir exister. Vous partez dans quelque chose, mais avant de partir, avant de créer, vous essayez de savoir déjà d'emblée quelle subvention, combien de subventions vous allez avoir. Donc là, il y a un vrai problème au niveau financier. Et troisièmement, bien sûr, le statut de la création. Donc ça fait que derrière ce phénomène-là, il y a un paquet de problèmes qui apparaissent et qui sont d'une opacité totale. Donc on est dans une espèce... Alors, je reprends ce que tu disais de manger cochon, tu disais pas ça, tu disais mieux, et ça ne m'étonne pas que ça donne lieu à toute espèce de ragot, de discussion, de choses qui vont encore une fois de plus pourrir la situation. Mais ça, c'est de la culture, par contre, cette démarche-là. C'est la culture. Édouard Collet, alors pour ce fameux comédien Luc Saint-Éloi. Pas fameux, monsieur Mandré. Parce qu'il passe avec Ocom. C'est quelqu'un de remarquable. Hein. Ouais. C'est de remarquable. Quand même, l'impossible procès, c'est tout à son honneur. C'est quand même l'histoire de la Guadeloupe, de 18 Guadeloupéens qui ont été traduits devant la Cour de sûreté de l'État. Et il souhaitait justement la date anniversaire 50 ans depuis, donc faire... Je suis navré de savoir que c'est en Martinique que cela s'est produit, que c'est en Martinique qu'il a pu un peu mettre ça en scène, et pas ici chez nous. Il y a quand même un souci, il y a quand même un problème, et lui-même le dit, qu'il a rencontré des difficultés ici. D'abord d'ordre personnel, avant que les difficultés soient pécuniaires. C'est quand même particulier. Est-ce que c'est pas sa personne qui est... Mais la culture ne souffre pas de personnalité. La culture ne peut s'autoriser justement à avoir comme frontière la personne. Mais c'est chez nous. Mais pis mauvais encore. Pis mauvais encore. Un fait de Guadeloupéens qui concerne les Guadeloupéens, traduit devant la Cour de sûreté de l'État. C'est en Martinique que cette affaire a débuté, qu'il a pu mettre ça en scène. C'est quand même particulier. Il a reçu une réponse positive de la Martinique, que je considère beaucoup plus proche du colon que nous. Nous sommes plus marrons. C'est particulier. C'est très... Comment? Oui, c'est très particulier. Oui, c'est très particulier. Moi, je me considère comme un marron, alors j'aurais pu plus accepter, alors que c'est la Martinique qui accepte de mettre en scène en nos lieux et places, alors que cette affaire est une affaire purement guadeloupéenne. Ça m'inquiète et ça m'interpelle. Et oui, je rejoins Raphaël, quid justement de la manière dont on administre, dont justement on finance la culture, surtout pour des faits de notre société. Et il a raison de pousser ce coup de gueule, il a raison. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais Ramaï? Oui, alors c'est quelqu'un que je ne connais pas particulièrement. Maintenant, s'agissant de la culture, il est toujours bon de connaître ce qui s'est passé, l'histoire, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'on est plutôt orienté dans cette affaire-là, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Bon, je découvre un petit peu. On est plutôt orienté sur une affaire de sous.
si je comprends bien, qui n'a pas été bien servi en Guadeloupe. Il a été peut-être mieux arrosé ailleurs. Et donc, on dénigre chez soi pour pouvoir mettre en évidence l'autre. Donc, moi, c'est sa manière de faire. Bon, mais je dissocie le côté financier de la chose et le côté culturel. Maintenant, la région, je crois que la région, les communes en Guadeloupe dépensent beaucoup d'argent pour la culture. Maintenant, c'est peut-être des ordonnées, comme disait Raphaël, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas une politique culturelle bien définie, mais quand on regarde l'argent, je n'ai pas les chiffres, l'argent dépensé pour la culture, par exemple pour le carnaval, qui à mon sens, c'est quelque chose qui porte sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan social, quelque chose. Maintenant, tant qu'il s'agit de faire tourner l'économie, tant qu'il s'agit de faire découvrir, de faire connaître le pays, moi je suis tout à fait d'accord, mais par contre, sur le plan, quand il s'agit de parfois soutirer de l'argent parce qu'on n'est pas, comme disait, moi je ne connais pas l'affaire en écoutant M. Itali qui dit qu'il n'est pas destiné à telle ou telle fonction, chacun reste dans ce domaine et je crois que tout ira pour le mieux. Une dernière chose. La culture, je crois, doit survivre au débat, aux passions des hommes. Mais la mémoire doit nous survivre aussi. Ce fait que veut théâtraliser, mettre en scène justement cet auteur, est un des 3 événements marquants de l'histoire des Antilles-Guyane. Récente, hein, quand même. Le procès des 18 Guadeloupéens, c'est un marqueur historique dans la lutte des Antilles-Guyane. Et je ne peux que dénoncer qu'il ne soit pas accompagné et aidé au nom de la mémoire. Nous devons, nos enfants doivent connaître, faire vivre qui s'est passé, pour que nous ne puissions jamais oublier. Et ça, j'ai envie reprendre l'expression du président de la République, no passaran. Il ne faut pas que ça passe. Le président de la République, Macron, qui avait dit no passaran. Il ne faut pas que ça passe, il ne faut pas que la culture trépasse. J'aimerais bien rebondir sur c'est très très symbolique et très intéressant et donc propre à Eco Club que ça arrive justement dans le monde du théâtre. Parce que là, c'est une théâtralisation. Alors, c'est quoi le théâtre? Excuse-moi, Edouard, je vais emprunter de ce que tu viens de dire, parce que tu as emprunté tu m'as emprunté dans ma tête ce que j'allais dire. Non. Et c'est terrible que ça arrive dans le monde du théâtre. Parce que le théâtre, c'est quoi? C'est du théâtre vivant, et c'est de la mise en scène, c'est de la scénarisation. Et donc là, qu'est-ce qu'on met en scénarisation? Un élément du patrimoine vécu. Donc ça veut dire que l'épée de Damoclès qui pointe là, c'est un interdit qui est posé sur quelque chose dont précisément le théâtre permet une prise de conscience et une mise en scène qui permet aux individus de se positionner. C'est énorme. C'est un crime dans la dimension culturelle, parce que tu ne donnes pas aux gens les moyens de comprendre, de perlarborer. Ça veut dire d'organiser sur un schéma consensuel, même s'il est douloureux, quelque chose qui est de l'ordre d'un impensé culturel, puisque ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été formulé. Donc c'est très très grave. Et que ça porte ça ne portera pas sur le spectacle. Sur le carnaval, ça ne portera pas. Tous les gens qui veulent des subventions pour le carnaval, même si tu fais un groupe à 3h du matin, à 6h, tu as ta subvention. Mais sur un phénomène qui est pensé, qui est réfléchi et qui se veut à vocation grande, puisque la scène est quand même internationale, ça marche pas. Alors, maintenant, pour revenir aux Martiniquais, mais ça ne m'étonne pas que les Martiniquais marchent là-dedans. Parce qu'ils ont quelque chose dans cette lecture-là qui leur permet de saisir tout de suite l'anecdotique de l'international. Le seul, ils le disent eux-mêmes, mes amis martiniquais, le seul truc sur lequel ils se sont fait avoir, c'est sur le mémorial acte. Ils n'ont pas vu venir le truc. Sinon, ils l'auraient eu depuis longtemps et ça aurait été optimisé aussi. Comme le cyclotron, comme d'autres. Monsieur André, vous avez dit avec brio que Saint-Ouen était mon ami. J'ai un ami blanc. Attends. J'ai un ami blanc. Pas Macron, mais j'ai un ami blanc, je tairai le nom, qui vient régulièrement ici et qui part avec de l'argent de la région pour financer ce qu'il fait, avec une facilité exceptionnelle. Bon. Donc, c'est donc possible. C'est donc possible que la région, que nos finance les œuvres des gens. Parce que lui, il est organisé, il a un réseau, il a ses machins, bref, bon, oui, voilà. Bon. Ça veut dire que une œuvre comme celle-là, on ne devrait pas se battre, ni parler de son financement, mais de son contenu. Et là,
ironie de l'histoire, comme dit Raphaël, fait culturel, on en est à commenter est-ce qu'il prend l'argent, est-ce qu'il ne prend pas l'argent, comment dire, on montre du doigt la lune et l'imbécile regarde le doigt. C'est tout. Voilà. Bien. Coda. Alors, donc, nous ne sommes pas encore... Faut parler de culture. Faut parler de culture. 10h56. Oui. Vous voulez 3 minutes d'information? Comme vous avez... Oui, nous pouvons continuer. Oui, alors, je disais que et toujours en Guadeloupe, avec l'accord de nos élus, la directrice de l'ARS suspend le TESCAN pour cause de rentabilité et d'occupabilité. Cela coûte vraiment trop cher, 600 000 € par an. Mais nos médecins disent le contraire, c'est rentable, on en a besoin en Guadeloupe, et on dit aussi que les mauvaises langues disent que la main invisible d'Augustin est passée par là. Alors qui dit vrai? Excusez-moi, André. C'est Saint-Augustin, non? Augustin. Mais il paraît c'est Saint-Augustin, oui. Saint-Augustin ou Saint-Augustin? Ouais. Alors, qui dit vrai? Augustin ou l'ancien préfet? Saint-Augustin. Il veut dire Saint-Augustin. D'accord. Très bien. Vous dites? D'accord. Oui. Alors, pour le Toscane, alors, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? On ne comprend pas trop. Alors Moi non plus, je suis comme vous. Alors, on On va revient, comprendre, la Martinique aura ses deux... Encore les Martiniquais? Oui, Oh voilà. non, Donc, non. Alors, Non, j'ai des amis martiniquais, monsieur Mandou, ne me mêlez pas là Voilà, quand même. voilà. Moi, je les adore pour leur pertinence. Oui. Ils sont peut-être moins bruyants que nous sur la scène sociale, y compris sur la scène de la représentativité politique, parce que c'est nous qui avons tous les élus, tous les ministres, tous les gens à épouvantail depuis Tous les longtemps. champions aussi. Tous les champions aussi. Bon, en tout cas, dans l'efficacité des choix et des machins, ils sont nettement dessus. Alors, il y a quand même un vrai problème sur ce. Premièrement, on est encore dans le fait culturel. Les élus, ils ont voté ou ils n'ont pas voté pour ça? Ils ont voté. Bon, mais il n'y a plus de problème. Ils ont modifié le schéma Voilà. de santé de la Guadeloupe. Bon, mais il n'y a plus de problème. D'accord. Eh bien, on arrive à notre première pause café. Ah, très bien. Sur le ministère de la Parole. Et pourquoi nous revoilà? Et pourquoi les élus ont-ils signé? Pourquoi? On ne comprend pas. Contre le deuxième. Alors, donc, tu veux Non, on reprend les faits, juste, Oui, et oui. puis après, on va en débattre. Ouais. Donc, quelque chose, le TESCAN est mis en place, bon, c'était grâce à M. Lurel, dans un combat qui était un combat homérique, hein, parce Oui. que déjà à l'époque, l'État n'en voulait pas, donc sur les finances, sur la loi de finances, on le met. OK. Donc, et l'utilité, que ce soit le ratio, un TESCAN par rapport au nombre d'habitants, ou l'utilité médicale, n'est pas démontrée. Hein, vu les comorbidités, vu les maladies qu'il y a en Guadeloupe. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème sur l'objectivité, l'opérationnalité, l'occupabilité, pour reprendre votre terme de ça. Bon, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais passe. Donc ça, c'est la dimension culturelle politique. Les politiques d'un commun d'accord, si j'ai bien compris, décident avec l'ARS de ne plus le subventionner, de le supprimer. Moi, personnellement, de la place où je suis profondément légitimiste, je prends acte. Maintenant, j'ai envie de savoir pourquoi les politiques ont signé, puisqu'ils sont responsables de leurs actes. Est-ce que ça veut dire que la Guadeloupe n'en a pas besoin? Est-ce qu'on n'a pas de malades? Est-ce qu'on va envoyer les malades guadeloupéens en Martinique en hélicoptère? Je voudrais savoir qu'ils se prononcent, qu'ils disent simplement. À cette question hautement piégeante et piégée de Raphaël Spéronel, je n'oserais pas répondre, c'est trop grave. Moi, j'ai en écho la patronne de l'ARS. Je l'ai vue à la télé, disant avec délectation, ça se fait avec l'accord des élus. Bien sûr. Délectation. Ça veut dire, dans le sous-titrage, cette bande d'imbéciles illettrés
qui sont capables de décider contre eux-mêmes. Hein? Il ne faut pas dire ça, monsieur. Non, c'était pas écrit, c'est ce que j'ai lu. Non, mais il ne faut pas. Est-ce que je peux lire Est-ce que je peux lire ce qui n'est pas écrit? Mais en tout cas, il y avait une délectation quand elle a dit ça. Oui. C'est comme quand on vient de faire un mauvais coup. Hein? Ça te fait un mauvais coup, ils vont dire Seigneur, quelqu'un dit non, ça c'est fait avec l'accord des élus. Et là, alors, ironie de l'histoire, le président de région s'exprime après. Pour dire une chose grave, lui dit, il est temps que l'ARS soit sous la coupole de la région. Alors, ça veut dire quoi? L'ARS dit, je fais ce que je veux avec la région Guadeloupe. Bien sûr. C'est ça. Et la région Guadeloupe dit, il est temps que l'ARS soit sous ma coupole. On n'est pas dans la responsabilité prospective. Hein. Vraiment, c'est ça qui est terrible. Parce qu'effectivement, on peut imaginer, dans la répartition des compétences, qu'on domicilie une partie de la santé ici. Et que nous soyons nous-mêmes en mesure de la gérer. Mais si, alors que les Français sont là, nous sommes incapables de faire entendre notre voix et qu'on joue contre nous-mêmes, ce n'est pas un signal encourageant qu'on donne au peuple à demander plus de pouvoir. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a vraiment besoin de domicilier ici plus de pouvoir. Alors, l'avenir, c'est quoi dans cette affaire-là? L'avenir, c'est d'abord, enfin, une première chose, une deuxième chose. Culturellement, la santé, c'est pas un marché. Et lorsque la présidente, la dame de l'ARS a dit que ça coûte trop cher, il fallait l'arrêter tout de suite. Hein? Ça coûte trop cher, ça veut dire quoi? Il cavonne Sinobol, stock a des problèmes, point de vue financier, ses coûts variables, sa marge. Non, Oui. on est dans la santé. On est dans la santé, et l'argument disant, elle a dit ça me coûte trop cher. Alors c'est encore pire, ça me coûte trop cher. Hein? C'est pas décent. Il faut, à mon avis, raisonner en termes d'utilité sociale, il faut en termes de pertinence, de besoins réels, et puis on voit. Hein? Le coût de l'opération peut être le premier argument posé. C'est ça le premier argument. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'impasse sur les coûts, mais ça peut être l'argument principal, hein, mis en avant pour une décision de service public, parce que l'hôpital n'est pas le prix unique, on n'est pas chez Mélénis. Et là, vous dites que les élus, c'est-à-dire que le département, Mme Borel-Incertain et Harry Chalus ont signé pour la suspension du TESCA. Ça s'est fait, je dirais comme la dame, en me frottant les mains avec l'accord des élus. Et doit rouler. Oui, c'est un peu, c'est grave parce que c'est jouer à piscine avec la santé des Guadeloupéens. Hein. Hein, vous connaissez ce jeu où il fallait envoyer une pierre et ramasser le plus rapidement possible. C'est un peu ça qui se passe et c'est très gravissime. C'est gravissime. Et cela, les faits sont têtus puisque c'est pas la première fois où nos élus manquent de responsabilité. En septembre 2019, il y a un an, ils ont pris la décision, à l'invitation de l'ARS, de modifier le schéma régional de santé de la Guadeloupe, où il était convenu 2 TEPSCAN, qui permettaient de renforcer justement la recherche de cancer en Guadeloupe. C'est un instrument qui était nécessaire, utile, qu'on a obtenu de haute lutte, ça a été dit, et le réduire à 1 TEPSCAN. Nos élus, invités à cette réunion, à la modification de ce schéma de santé de la Guadeloupe, ont été favorables à cette suppression. À cette suppression. Pardonnez-moi. À cette suppression. Ce qui est grave, c'est cette fragilité que nous avons d'être sous le coup de l'ARS, qui d'ailleurs, je rappelle, n'est pas à sa première sortie. Rappelez-vous, lorsqu'il était question de pouvoir mettre en œuvre les directives de restriction de liberté par rapport à la propagation de la Covid, elle avait fait cette sortie incroyable en comparant la métropole, en érigeant Paris en règle universelle de comportement et en nous mettant, nous, Guadeloupéens, en nous infantilisant, nous disant que voilà, les réunions familiales, ça ne se fait pas à Paris, donc faites de même à la Guadeloupe. Et on arrive, et Nico l'a dit si bien, on a l'impression que ça a été ourdi, ça a été, le petit complot est bien passé, on a fait avaler une pilule à nos élus guadeloupéens qui se sont gavés de
n'importe quoi, et ça a donné ça. C'est la même chose pour les radars tourelles. C'est la même chose. Les élus étaient conviés aux réunions sur le schéma de sécurité routière de la Guadeloupe. On a présenté une situation, voilà, et tout le monde a été content. C'est la même chose, rappelez-vous, à l'époque, lorsqu'il était question de construire le CHU de Guadeloupe. Le tout premier, c'était Simone Veil qui était en charge de la santé à l'époque. Il était question de 2 tours. Et on avait fait observer aux Guadeloupéens que non, ils n'en avaient pas besoin, une seule suffirait. Et très tôt, très vite, justement, ce CHU actuel à Pointe-à-Pitre a été saturé. Hein? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait preuve d'ingénierie subtile, d'intelligence, hein, d'une vraie volonté de regarder la Guadeloupe dans les années 2030. Et là, d'un coup, voilà. Donc c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit, autant que pour la culture. Hein. La culture doit survivre justement aux intérêts, aux égaux. Et là, la santé, on joue à Pichine avec la santé des Guadeloupéens, et on est en train de nous dire que voilà, ça me coûte tellement cher. C'est grave ces propos-là. Hein. C'est grave parce qu'elle aurait été en France métropolitaine. Elle dirait ça. Très bon. C'est fini. Elle dirait ça, c'est fini. Elle est remplacée. C'est fini de Madame Denux. En France métropolitaine, elle tient ce type de propos, c'est terminé. On a l'impression qu'ici en Guadeloupe, nous sommes dans un pays de non-droit, où on peut dire tout et n'importe quoi, où voilà, on peut s'arroger des prérogatives et on modifie. Vous savez, ça coûte cher la santé en Guadeloupe. Mais on sait que ça coûte cher la santé. Mais a-t-on le droit de sacrifier les Guadeloupéens sur justement des intérêts mercantilistes? Oui, surtout, Édouard, que c'est pas une certitude. Parce que moi, j'ai vu un professeur guadeloupéen qui dit « Madonna a menti ». Il dit non, c'est pas vrai du tout. On a besoin de cela, et l'état actuel du dispositif va être saturé bientôt. C'est ça le problème. C'est ça. Voilà. C'est très grave. Mais ça pose vraiment le problème. Excuse-moi, juste une minute, pour rester dans la tonalité. Ça pose vraiment le problème de la séquence politique, du politique, dans sa définition la plus opérationnelle, si tant est qu'elle puisse exister en Guadeloupe. Il y a un besoin qui est identifié. Hein, et un besoin de santé publique. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est un besoin primaire. Et ensuite, il y a une réponse technique qui est portée. Et après, il y a le mérite politique. Et c'est à ce niveau de l'après, du mérite politique, qu'il y a une défaillance, un effondrement systématique de nos politiques locaux. Donc là, il y a quand même un problème. Je regrette que c'est qu'aujourd'hui qu'on soit informé de ça. Ben, par hasard, parce que... Oui, c'est que c'est dommage, parce que c'est depuis septembre 2019 que ça a été décidé. Donc ça veut dire que ce complot, il faut parler de complot. Voilà, on savait très bien que la Guadeloupe, et on réduirait justement les capacités à diagnostiquer un cancer en Guadeloupe. Voilà. Et je suis convaincu que nos amis martiniquais l'auront. Bien sûr. Et on peut dire là encore, les Martiniquais. Non, ça suffit. Non. J'ai des amis martiniquais, je trouve inadmissible qu'on dise du mal de ici. On ne dit pas du mal, au contraire. Là, c'est la pertinence. J'ai entendu beaucoup de choses là, hein, et donc chacun porte son analyse, mais il me semble bien qu'il s'agit d'un deuxième TEPSCAN, deuxième caméra. Oui. Et aujourd'hui, à la date où nous parlons, d'après même le manipulateur qui a donné une version différente que Mme Denux, que pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à saturation de l'utilisation. Mais ça va arriver dans 10, 12 ou 14 mois, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, le deuxième TEPSCAN caméra est différé, d'après ce que j'ai compris, sauf si j'ai mal compris. Donc, à partir du moment, moi, je regarde quand même, nous sommes des enfants gâtés, hein, il faut dire ça quelque part, c'est dire on a besoin et nous donner tout de suite. À partir du moment qu'il faut mettre de l'argent sur la table, moi je suis dans le secteur économique, je sais comment ça fonctionne, c'est pas toujours facile. Je ne dis pas qu'il faut négliger la santé des Guadeloupéens. Mais si on peut différer pour des raisons économiques, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la santé des Guadeloupéens sont plus en danger en Guadeloupe qu'à Paris ou qu'à Marseille. C'est bien beau de dire il faut donner, il faut qu'il y ait, il faut qu'on. Faut pas dire ça. Mais je ne peux pas adhérer à une situation où il y a du gaspillage. Et quand nos élus, moi j'ai de l'estime pour les élus, quel que soit le bord, quand les élus prennent une décision avec l'appui des services administratifs de l'État, qui en fait donnent normalement les données
qui éclaire les élus pour pouvoir prendre une décision, que ce soit le maire, que ce soit M. Chalus, que ce soit le président du département ou n'importe quel service, les services administratifs sont là pour donner les arguments et orienter, en tout cas dire la réalité, et après les élus décident. Moi je ne peux pas mettre en doute l'avis de M. Chalus, l'avis de Mme Lessertin, des élus qui étaient présents pour prendre une telle décision, pour différer quelque chose qui n'est pas pour le moment utile. De même, en matière de décision que prend le préfet sur, par exemple, la gestion, on va y revenir, ou sur la gestion du Covid-19, eh bien, le préfet émet, c'est lui qui a en charge, parce que la santé, c'est un secteur régalien, et donne l'avis de ce qu'ont décidé nos élus. Naturellement, on peut dire que c'est le préfet qui a fait, qui a dit, mais c'est sur l'avis en général. Moi, j'ai été petit élu. Je sais un petit peu comment ça se passe. Mais en général, l'administratif qui vient en responsabilité, qui gère le service de l'État et un service régalien, décide avec les élus et émet l'information à la presse. Moi, voilà ce que je comprends dans le fonctionnement de l'État. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Non, par contre, pour dire une chose à ce que dit M. Ramaille, qui est construit, construit clair, je citerai un ministre guadeloupéen, Victor Lurel, gréco-latin, grand homme qui a étudié ou fait des dossiers, qui connaît bien le français, dont on dit, quand il parle, il faut acheter un dictionnaire pour le décoder. Face à cette situation, l'énormité de la situation, il n'a pas trouvé ni de mots latins, ni de mots grecs, ni même de mots français pour qualifier l'horreur du faux plan mené par l'État, le préfet et l'ARS. Il a trouvé un mot en créole. Il a dit, ça c'est en couillonnade. Alors si Victor Lurel ne trouve pas son latin par rapport à cette situation, je peux lui faire confiance. Ça c'est pour nous couillonner. Bon, nous qui bat quand même René Beauchamp, la parole, puis des mots, si ça, et puis après nous qui marchons rapidement. René Beauchamp, avec nous? Oui, avec nous. Bonjour à tout le monde qui est à la plateau. René, ou pas qu'attendre? Oui, à qu'attendre, hein? Oui. Ça vient. Qu'attendre nous autres. Ouais, nous qu'attendre là. Oui. Eh bien, oui, pas de problème, à qu'attendre nous autres, hein? Oui, alors quand on peut dire nous, 6 affaires suspension et Tescan là, en Guadeloupe? Non, mais on a dit derrière ça, l'essentiel, j'ai dit, ça a complètement inadmissible. Ouais. Et deuxième problème, quand on peut dire, c'est qu'effectivement, ni deux mondes qui sont responsables, l'État français, à travers madame là, parce que madame là représente l'État français, le préfet là, dans tout le meeting qui a été fait, c'est accompagné de madame là et de recteur là. Il faut nous clairement le ça, direct ça là. Mais dis-moi plus fort, nous pas attendre vous. Est-ce qu'on va attendre moins là? Oui, d'accord. Donc, en fait, l'État français, c'est politique que madame là a appliqué et directement responsable. Ça veut dire qu'il a voulu effectivement pas voyer des escandales. Donc, il a failli passer dans un texte au document et faut les élus, c'est qu'il n'y a pas lu texte document, il n'y a pas même mis au fiscal texte document. D'abord, il a vu ça et à un moment là, ça a été prendre un segment. Alors, M. Ramaille a dit que il n'y a pas information. Il n'y a pas pour information. Ça apparaît dans long texte. Malheureusement, c'est pour nous là qu'à voter texte sans lien détaillé, sans analyser, sans entrer en profondeur dans ce texte-là. Et il y a trouvé dans une situation où il y a là et où il y a là. Et ça a montré un but aussi, c'est qu'il y a un manque de suivi. Des parts où ça a créé les collectivités majeures, en cas de employés majeurs, ces problèmes fondamentaux là, tels que problème à la santé. Alors, nous avons dit, moi, son pouvoir régalien, excusez-moi, moi, en sorti de Magra, a dans un discours qui a été fait, là, on va parler des 20 ans de pouvoir à Yo, qui a dit que demande à Yo à l'heure actuelle, c'est que la santé vine le pouvoir en main à la collectivité de ces banques. Donc, excusez-moi, au pouvoir régalien, on peut très bien passer et faire passer l'autre côté là. Bon, ceci étant, si c'est pour, en même temps, nous pas préoccuper nous de ces problèmes-là, ça, et que nous attendons que d'autres disent nous qu'à faire, eh bien, nous retrouvons toujours dans la même situation-là, ça. D'autant plus que, là, on va mettre un petit en place, parce que c'est volonté à la Guadeloupe, et volonté à les collectivités guadeloupéennes qui fait que le premier système là mis en place,
eh bien, au cas suivre, bien là, ça. Au cas, ni on commission administrative qui est chargée de suivre ça, vers les responsables médicaux qui sont en place là et tout ça, et on ne va pas laisser au piéger comme ça, à niveau là, ça. Ça inadmissible et ça grave. Je peux juste une petite réaction. Quand on parle de M. Magra, c'est un homme extraordinaire. M. Magra peut demander de gérer les services de santé de son île, parce que M. Magra finance avec les derniers de l'île. Et quand il dit après un cyclone, si vous voulez m'aider, vous m'aidez, mais je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi on ne dit pas ça ici? Pourquoi nos élus guadeloupéens qui ont eu les mêmes problèmes à gérer comme M. Magra, pourquoi ne pouvons pas nous dire que nous allons financer? Par exemple, on a le problème de l'eau qu'on n'a pas su gérer, le problème des déchets qu'on n'a pas su gérer. Magra n'a pas ça chez lui. Il n'a pas de problème de l'eau chez lui. Il peut financer la santé. Il a financé comment ça s'appelle, les tests avec les appareils qu'il a financés. Voilà un exemple. Là, je suis d'accord. Alors, on peut y aller de ce cas-là. Et il est PTOM. Juste rajouter quelque chose. Non, mais il faut rectifier beaucoup de choses là. Déjà, le ministère de la Santé n'est pas un pouvoir régalien. On supprime des choses qui ne tiennent pas de la vérité. Par ailleurs, je considère pour ma part, lorsque les luttes qui ont été menées à l'époque par le ministre en charge de l'autonomie, Victorien Lurel, sur cette affaire-là, nous étions tous d'accord. Mais le premier, j'estimais que nous avions besoin justement de tous les dispositifs nécessaires pour le dépistage des cancers en Guadeloupe. Je rappelle une chose, ce qu'a dit Raymond. Je suis d'accord, comparaison n'est pas raison. Mais les problèmes de cancer de la prostate fulgurants en Guadeloupe, on ne le trouve pas à Paris. Donc nous avons bien besoin d'une certaine autonomie, d'une certaine relative autonomie, mais autonomie quand même sur cette capacité de détection. Parce que c'est notre pathologie. Je ne sais pas si actuellement, moi je couvre un cancer de la prostate, M. Mandré. J'ai besoin que ma santé soit dans un processus, pas forcément d'uniformisation, mais quand même d'équité territoriale. Je l'appelle de mes voeux. Je rappelle que la Guadeloupe a été trop en trait d'union par rapport justement au progrès en matière de technique moderne, d'équipement de santé. Maintenant qu'on me dise, et c'est ça que je n'arrive pas à entendre, c'est pas le fait qu'on me dise qu'il est trop peu rentable ou il y a trop peu de personnes qui l'utilisent, mais on me parle justement d'économie pécuniaire. On me parle de mercantilisme, ça coûte trop cher, mais on ne peut pas dire ça. C'est des propos qui ne se disent pas. En France métropolitaine, si on directeur de la santé qui a dit ça, il part encore, on la met dehors. Ça ne se dit pas. On ne vient pas ici chez nous dire que justement que tel instrument pour la santé des Guadeloupéens coûte trop cher. C'est le discours qui est derrière ça. Et on rend complice, peut-être qu'ils n'ont pas tous les moyens de comprendre, on rend complice nos élus, à qui on donne forcément des fiches techniques, pas trop, véritablement, à côté, justement, de la vérité, loin de la vérité. Mais je rejoins René, c'est vrai, nous devrions, nous, en tant qu'élus guadeloupéens, être au fait de notre actualité. Savoir, justement, ce dont nous avons besoin. C'est pas normal que depuis septembre 2019, ça a été décidé, et que c'est que maintenant que cette affaire éclate. C'est pas normal, M. Mandré. On veut nous cacher pour beaucoup de choses, comme on nous a caché, justement, les conséquences du chlordécone. On nous a caché ça. Publicité, monsieur. Nous arrivons à notre deuxième pause café. Et nous revoilà avec la loi sur la laïcité. Le débat est relancé, surtout avec la décapitation d'un professeur d'histoire et géo au collège en Hexagone. Le complotisme, le séparatisme, le communautarisme n'ont pas leur place dans la République. Monsieur Beauchamp, c'est Beauchamp avec nous? Oui, oui. Alors, qui genre au cas vrai que la France a lutté contre le complotisme, contre le communautarisme et le séparatisme, et avec
décapitation à professeur là et dans le collège là, nous avons bien là, red. Si chaque petit monde, quand il famille a mis sa professeur là dit et nous pas d'accord avec, alors bien là compliqué, même dans banlieue parisienne là. Oui, en fait, on parle le mot là, vous parlez de complotisme, de séparatisme. Oui, mais c'est Guillaume qui a dit ça encore un forfait pour le Front National. Oui, mais séparatisme, ça nous sort ce pays, c'est l'ordonnance de 1960, etc. Donc, ça nous sortait, tout le monde qui a contesté l'autorité de l'État ou la présence de l'État en Guadeloupe, etc., c'était séparatiste. Et ça va l'ordonnance de 1960. Donc, ça, il y a dire, ça, peut-être, c'est deux différents. C'est deux perceptions différentes. Bon, la France, il y a un gros problème. Il y a un problème par rapport à toute politique internationale et il y a un problème en particulier lié au développement, au terrorisme extérieur à Kazaï. Le terrorisme, là, ça, il a appuyé effectivement en conception qui a utilisé la religion islamique, qui a utilisé la religion, les musulmans, avait toute une conception extrémiste, mais son conception d'extrême droite, son conception qui a mené à nier complètement les libertés sociales et les libertés politiques, et qui a établi une sorte de dictature qui nie en idéologie à l'islam adèle. Bon. Et en idéologie réactionnaire. Dans le combat là, ça, effectivement, les Français, ils ont essayé tant bien que mal de défendre. Et il y a un deuxième problème qui est à Kazayo, c'est qu'il y a une situation à les ex-colonies qui a fait qu'il y a une immigration à Kazayo. Et l'immigration là, ça, il doit être composé à veille pour intégrer à le système français là, mais en même temps, pour respecter toute valeur culturelle que l'immigration là, ça a apporté aussi. Et il y a un réel problème au niveau de la politique française vis-à-vis de toutes ces questions-là, ça. Lié à présent à problème là, ça, il y a un problème bien important qui est ce problème, certainement, à la lutte contre le fondamentalisme islamique qui a manifesté en France à travers une politique qui a mis en place une série d'attentats à un certain nombre d'Américains. Et c'est normal que l'État français prenne disposition et prenne ses bidets à ça. Seulement, il ne faut pas confondre non plus liberté religieuse à moun, religion à moun, et un certain nombre de politiques qui sont des politiques extrémistes. Alors, en ce qui concerne le problème assassinat à Bougla, ça lié à toute politique extrémiste là, ça, qui voulait qu'il faut que moun marche à uniquement point de vue à eux, point final. Deuxième problème qu'on a dit aussi, c'est que, nous avons eu l'occasion de parler de ça, c'est qu'il faut faire attention. La liberté d'exprimer, ça ne veut pas dire non plus la liberté de pousser mon abou. Ça, c'est notre problème, mais nous avons débattu de ça d'autres. Raphaël Espéronel. Oui, c'est extrêmement compliqué si on réduit par je parle de profs d'histoire qui en a coupé la tête. C'est dramatique, c'est tout ce que vous voulez. Bon, mais c'est extrêmement compliqué si on veut vraiment faire l'analyse et qu'on ne veut pas réduire ce qui se passe à la dimension émotionnelle, spectaculaire ou symbolique, à la tête coupée, donc la sapience, la connaissance, si on ne veut pas réduire ça. Et moi, je me refuse dans la position dans laquelle je suis, et au point où j'en suis de ma réflexion, qui a commencé quand même un quart d'heure avant de venir ici, je me refuse d'arrêter aux aspects, aux clichés. Le syncrétisme du présent, c'est-à-dire le présent qui représente une somme de choses, est défini par l'amalgame. Ça veut dire qu'il y a un mélange de genres, il y a un mélange de styles, il y a un mélange d'histoire, il y a toute espèce de mélange. Et cet amalgame-là fait que ça rend l'événement spectaculaire particulier. Et donc l'événement spectaculaire, c'est le prof d'histoire. Et donc ça envahit toute la scène, et donc ça invisibilise. Par définition, ça sert d'écran à tout ce qu'il y a derrière. Et ça rend l'événement incantatoire. Donc effectivement, à partir où on est dans cet événementiel-là, on ne peut que condamner, on ne peut que renforcer les ordres existants, faisant l'économie d'une profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? C'est deux choses. D'une part, les raccourcis du passé
qui deviennent là complètement effacés, littéralement, on ne les voit pas, on n'analyse pas le passé. Pourtant, le passé sert de socle au présent. Ce qui arrive aujourd'hui, ça participe d'une trajectoire historique, socio-historique, socio-affective, socio-symbolique, d'une part. Et ça s'applique pour nous aussi en Guadeloupe. L'absence de projection, une fois qu'on a dit ça, qu'on a focalisé les gens là-dessus, on provoque des réactions, mais on ne provoque pas des réflexions. Et donc, dans l'absence de projection, on met en place les ferments de la reproduction. Ça, c'est clair. Alors, ça veut dire quoi quand je dis tout ça? Et je suis très grave quand je le dis. Ça dit qu'il y a dans cet événement, dans ce phénomène-là, beaucoup de choses en diagonale. Et en diagonale syncrétique aussi. Donc, ce n'est pas une diagonale simple, hein, c'est une diagonale compliquée, complexe. Il y a le choc des civilisations, ça c'est clair, on en a parlé, on sait ce que ça donne. Il y a le choc des religions, il y a le choc des cultures, il y a le choc des générations, il y a le choc des modes de vie, il y a toute espèce de choc. Dans cet événement-là, cet événement est la résultante d'un paquet de stocks. Et puis il y a d'autres choses aussi. Il y a le retour du refoulé. Ça veut dire tout ce qui a été emmagasiné, tout ce qui a été gardé, concentré dans les patrimoines culturels, dans les patrimoines mémoriels, tout cet impensé historique, socio-historique, qui n'a jamais été formalisé, justement par rapport à ce qu'on disait sur le théâtre tout à l'heure, qui permet l'externalisation. Mais tout ça, c'est là. Hein, toute cette espèce, dans un environnement qui est aussi pour l'Occident, qu'on le veuille ou non, un environnement de déclinisme et de perte de valeurs référentielles pour ces gens-là et pour d'autres personnes. Et puis, puis ce problème de la radicalisation. Donc tout ça pour dire que cet événement, est tout aussi dramatique soit-il, il ne faut pas qu'il serve simplement de ferment à une vindicte au premier degré. C'est nul, ça ne veut rien dire du tout. Mais il faut véritablement que l'Occident s'appuie, réfléchisse sur son histoire, sur son présent et sur les paris qu'il a, cet Occident-là, par rapport à l'avenir, sinon il va tout perdre. Est-ce un problème français? Oui et non. Oui et non. C'est post-colonial. Donc tout les. Vas-y, je te laisse. Non, c'est très intéressant. Moi, c'est ça la vraie question. Ça ressemble à un problème français, mais c'est pas un problème français. C'est peut-être un problème de la France aussi. Oui. Hein? La France se fige sur une dynamique qu'elle a mis au point en 1905. C'est ça son problème. En 1905, la France arrive à un point d'équilibre. Et elle crée ce qu'on appelle la laïcité à la française. Et c'est consensuel. Tout le monde est d'accord. Et c'est stratégique. Et c'est stratégique aussi. Pour le développement à venir. Ah, tout à fait. Elle démarre comme ça. Mais le souci, c'est qu'à l'époque, dans cette dynamique consensuelle et stratégique, il n'y a pas les musulmans dedans, il n'y a pas l'islam. Ben, le statut de l'autre n'existe pas. Et la France a toujours un problème avec l'altérité. Elle a toujours un problème avec l'altérité de l'autre. Et aujourd'hui, 2020, les musulmans frappent à la porte de cette dynamique. Et parmi les musulmans, c'est clair, il y a une grande masse de gens de bonne foi, quoi. Mais il y a un groupuscule qui a une stratégie, elle aussi. Sa stratégie, c'est le pouvoir, hein, le contrôle du pouvoir, ici et ailleurs. Et c'est le retour du refoulé. Et voilà le problème, les anciens colonisés qui reviennent. Et donc la question, c'est comment traiter cette question-là. Et pour le moment, la France, elle n'est pas forte pour traiter cette question-là. Elle le fait dans le déni, d'abord. Quand le président dit « ils ne passeront pas, ne passera rien », faute grave. C'est ça. Il croit que l'ennemi est à l'extérieur. Et il est dedans. L'ennemi est à l'intérieur, si c'est l'ennemi. Hein? L'ennemi n'est pas... Alors, il tente de nous vendre quelque chose qui ne concerne pas vraiment. Et on est à Verdun. On est à Verdun, on n'est pas à Verdun. Ça se passe à Conflans-Sainte-Honorine. Hein? Donc Paris, depuis longtemps, et l'intérieur du pays est en proie avec cette question-là. Alors, et pour ne pas... Il y a trop de choses à dire. Pour s'arrêter sur la laïcité un tout petit peu. Voici une vieille affaire sur laquelle les Français ont tout faux. Les Français croient que la laïcité, c'est un dogme neutre qui fait que chacun peut faire sa religion dans l'espace privé et que dans l'espace public, c'est interdit. On l'envoie ça. Hein? On l'envoie ça. En 1905, on peut imaginer que chacun se retienne, se contienne au nom de valeurs, au nom de sacrifices, hein? En disant que voilà, dans l'espace public, on va faire des compromis. Aujourd'hui, là,
Tu vas demander à des gens des compromis dans l'espace public. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de vie publique. Il n'y a pas de l'espace privé, c'est là, point final. Et donc là, il y a un problème culturel terrible, qui vient brouiller les pistes. Le gars, il porte son turban. Hein? La femme, elle porte son voile. Tu vas lui dire, attention, ton voile, tu le portes là, tu le portes pas là. Lui, il ne comprend pas ça. Parce que le vivre ensemble, hein, tout doit être refondé, repensé. Et surtout, s'il a l'impression qu'il est mis à l'écart. Hein, une illustration précise. L'abbé Pierre, en 1958, peut rentrer à l'Assemblée nationale avec sa soutane. D'accord? En France, ça gêne personne. La dynamique historique peut le supporter. Aujourd'hui, une jeune femme étudiante rentre en commission de travail à l'Assemblée avec son foulard, tollé général. C'est le même pays. C'est la dynamique a changé. La dynamique a changé. Et pour s'en prendre à cette affaire-là, régler cette question-là, il faut, à mon sens, accepter que l'islam rentre dans la dynamique, qu'elle rentre dans la dynamique, et qu'on trouve du consensus, et qu'on arrête de penser que la France est un pays abstrait, hein, c'est Descartes, hein, c'est l'abstraction, et que finalement, les réalités territoriales, les contradictions du terrain n'ont pas droit de citer en vertu d'un dogme. Là, ici, il faut dépasser cette dynamique de 1905 et voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et il faut également, dans la stratégie Sahel, se méfier de l'État islamique. Donc l'État islamique, lui, il est loin d'être sot. Il a compris la faiblesse de l'adversaire, la faiblesse de la France et des Français, qui ne croient plus en rien, qui sont motivés sur rien, qui n'ont pas le militantisme, c'est Bougain qui molle, mou, debout là, qu'à boire et manger, qu'à consommer. Et lui, il se dit, tiens, voilà un territoire à prendre. Et pour le prendre, il le fait de manière extrêmement subtile et intelligente. Un exemple, je vais arrêter là. Vous savez que dans l'affaire de l'homme décapité, lorsque le professeur montre les images du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, il montre les images, les caricatures. Bon, ça crée des débats, putain, scandale, pas scandale. Que fait le parent de l'enfant qu'on croit être outragé? Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la police. Il porter plainte à la police. Sur les réseaux. Alors, il lance le tribunal médiatique, hein, et il va à la police. Vous voyez, il va à la police, porter plainte. Et c'est clair, l'État islamique comme cela montre que la République est incapable, juridiquement, de prendre en charge des hommes et des femmes froissés dans l'intime. Blasphème, en France, on peut blasphémer. On peut juste y rebondir en France. Il peut dire rien. L'injure, c'est très technique en droit. Très technique. Et la diffamation, c'est impossible. Hein, je pars sous contrôle d'un grand juriste sur ma droite, là. Hein. Donc l'arsenal juridique français ne peut pas répondre au fait que l'intime des gens soit froissé. Et donc l'État islamique dit, voilà, c'est Bougapa Mezot, Yokonzot, et donc de la mesure il n'y a pas de réponse juridique possible, il ouvre le champ à instrumentaliser des gens plus ou moins incultes, qui ont coupé tête à monde, qui ont fait n'importe qui bitin, au nom du fait que les États occidentaux ont failli. Parce qu'au Maroc, le blasphème est interdit. Hein? Dans un paquet de pays, des pour blasphémer, c'est tête à yoka coupé. Hein? Mais les Français, qui, au nom de l'universalité, hein, au nom de leur conception à eux de la laïcité, dynamique 1905, acceptent et prennent le risque d'une provocation souvent imbécile. Parce que qu'en droit, on ne puisse pas répondre. Pourquoi pas? Mais qu'au nom de la fraternité qui existe, d'après moi, dans de la liberté et la fraternité, on puisse dire, on va provoquer des gens, hein? Mon foyau, nous que vous kakini, ça c'est imbécile. Je crois que c'est imbécile. Et c'est pour cela que, pour combattre l'imbécilité qui n'est pas juridique, il faut du consensus. Et ce consensus-là, il ne peut être établi que par une dynamique nouvelle dans laquelle on met les musulmans de bonne foi, et il y en a, hein, qui
vont déplacer, à mon sens, l'équilibre de 1905. Si vous déplacez ça, parce que, bon, je parle de trop, mais imaginez, M. Mandry, certains musulmans de bonne foi s'imaginent que l'un petit monde de 5 ans, une fille qui a serré la main, professeur de géographie, il transgresse. Ça se règle, ça. Ça se règle culturellement. Ça se règle consensuellement. Ça se règle une fois que c'est dit et c'est posé. Certains musulmans qui ne connaissent pas le livre, n'ont jamais lu le Coran, ne connaissent pas l'arabe, qui vivent en banlieue, s'en remettent pour leur foi à 2 ou 3 boucs qui lisent, qui racontent ça et au vlé. La République doit, à mon avis, généraliser l'accès à la connaissance et au savoir. Donc, il faut déplacer, à mon sens, l'équilibre de 1905, faire entrer la dynamique musulmane et déclarer aussi la guerre stratégique à l'État islamique. Oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est excellent ce qui a été dit, sauf que je vais rectifier 2 petites choses. Deux. Nous allons, deux. Pas 3, mais 2. 2, parce que non, ce que Nico a dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf qu'il prend un parti et excellemment d'ailleurs, il le démontre excellemment dessus. Moi, je crois que la France est arrivée à une situation dans laquelle où justement le fait religieux est devenu un vrai débat sociétal. La religion maintenant est devenue un vrai problème de société. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, notamment sur ce fameux séparatisme. C'est une expression que je ne supporte pas. Je rejoins René Beauchamp dessus. Le séparatisme renvoie à trop de choses. D'ailleurs, je peux parler de séparatisme de société, de classe, lorsque par exemple la CEMAG s'autorise effectivement à vendre des terres port-louisiennes justement à 2 allochtones, alors qu'il y avait justement des port-louisiennes sous les terres. Je peux parler de séparatisme à ce niveau, et bien dans bien d'autres situations. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le ministre en charge de l'Intérieur a bien demandé à ce que cette loi sur le séparatisme islamiste, qui est née de pamphlets de 100 intellectuels français et qui s'étaient un peu unis contre justement cette violence, cet apartheid islamiste qui était en train de sévir en France métropolitaine et d'ailleurs qui avait, à l'occasion d'une tribune sur le Figaro, pointé justement ce séparatisme islamiste. Moi, je suis d'accord avec l'expression qu'il s'agit maintenant de faire une loi, un projet de loi renforçant les principes de la laïcité et des valeurs de la République. C'est comme ça que ça va s'appeler maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Et Nico l'a dit, il est question maintenant de revoir justement la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et de lui donner un volet répressif à travers des sanctions administratives et des sanctions pénales, ce qui n'existait pas. Autrement dit, faire de la politique dans le religieux, ça doit être interdit. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Faire de la politique avec le religieux. Mais ma mémoire va encore beaucoup plus loin. Et les faits sont têtus. Ce fait de société qui fait qu'aujourd'hui, la religion a comme théâtre l'école et comme acteur un enseignant. En 1989, rappelez-vous, les 3 filles, l'affaire du voile islamique, où c'était le même terrain, l'école, au centre de l'affaire, et comme acteur l'enfant, les enfants. Ces 3 filles avaient refusé de retirer leur foulard. Jusqu'avant 89, ça ne posait pas de problème. Le problème, Nicolas l'a bien dit, il n'y avait pas de problème sur l'islam. On pensait que la France pensait avoir réglé ce problème-là. Sauf qu'en 89, surgit cette affaire du voile islamique. Ces filles refusent de retirer le voile. Un journaliste du Figaro, je me rappelle bien, les avait interrogés. Rappelez-vous, Lionel Jospin était en charge de l'éducation nationale et c'était M. Rocard qui était Premier ministre. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les filles répondent que nous sommes des folles d'Allah et que nous allons mourir pour Allah, jamais nous allons retirer notre voile. Il a fallu tout un débat, une controverse, de loi en loi, de fébrilité gouvernementale, de non-réponse, d'atermoiement pour arriver à je ne sais pas quoi, pour arriver à aujourd'hui. Le juridique n'a jamais pu s'emparer et s'imprégner du fait religieux. La France a du mal avec ça. Oui, parce que dans les autres cultures, Nicolas dit, on fait rentrer Dieu par la porte, alors que les pays européens ont foutu Dieu à la porte. Bah oui, pour justifier leur... Et je rejoins encore Nico. Il y a une situation de société, une situation justement de vivre ensemble qui est tendue et ténue. Où Harry Boumedienne avait dit que la nouvelle révolution se ferait avec le ventre des femmes musulmanes. Madame Agazinski-Jospin avait rappelé que justement, on n'est pas maman uniquement avec son ventre, mais avec sa culture. Il y a un problème de culture de notre société française.
qui refuse de regarder l'autre comme faisant partie entière de la République, et donc avec ses valeurs religieuses. Parce que je rappelle, la France est judéo-chrétienne. Elle refuse de l'accepter. Il faudrait que la France aussi se regarde en face et accepte ses valeurs judéo-chrétiennes. Et je crois que là, le deuxième point où je voulais revenir sur Nico, c'est que moi je crois que fondamentalement, oui, il faut éduquer. Mais il faut éduquer dans le sens du respect de la loi. Il faut que la loi soit beaucoup plus ferme et respectée. Il ne s'agit pas de dire que la République se vit à visage découvert. Ça ne veut rien dire pour un islamiste qui arrive, ou quelqu'un de religion islamique qui arrive. Ça ne veut rien dire, ça. Lui, sa religion, c'est pur, c'est son sacerdoce. Il faut pouvoir tout simplement renforcer nos élites et surtout, faire en sorte que la loi, et j'espère que ce qui va sortir là, trouvera un consensus général. Ce que je ne pense pas vraiment, mais je crois. Et il faudrait que cette loi soit suffisamment dynamique pour éviter que justement, que lorsqu'on est dans une école, qu'on n'arrive pas à questionner le principe de la liberté. Et je rappelle que même si ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, c'est vrai, tu as raison, la liberté de blasphémer Raphaël, justement, elle doit être questionnée à l'aune justement des valeurs du sacré. La religion est sacrée. Quelle est la limite justement du sacré à travers les principes de liberté? L'école, les enseignants, et je le regrette, sont devenus les fantassins de la fragilité du gouvernement qui n'arrive pas à prendre une loi correcte pour qu'elle soit respectée. Et Mohamed, un petit mot. Oui, mais je crois que de belles plaidoiries, hein, je ne peux qu'adhérer à ces brillantes allocutions. En tout cas, c'est vrai que ce qui s'est passé, tout le monde se trouve un peu dans une situation de tristesse, et je partage cette situation. Et l'école, quand même, l'école, c'est quelle belle institution qu'est l'école, où un pays sans école, un pays sans savoir n'existe pas. Pratiquement. Il n'y a pas de pays sans savoir, sans école. Et lorsqu'on s'attaque aux professeurs, lorsqu'on s'attaque à cette institution, je crois que c'est une manière d'imposer, ça a été dit par nous tous sur le plateau et par tout le monde, imposer des lois, imposer une forme de dictature et ne pas tenir compte de l'autre. Or, nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays où tout le monde peut s'exprimer, et c'est cet aspect de la chose, de cette démocratie qu'on veut mettre en péril. Et là, je ne peux pas adhérer à ce genre de situation, à cette manière de faire. Cependant, lorsqu'il y a ce genre de fait qui se produit dans le pays, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est seul. Mais certainement, comme il y a une expression très à la mode aujourd'hui, qui est le cas contact, il y a certainement des milliers de cas contacts à interroger et à étudier de manière à ce qu'on puisse régler ce problème. Il est vrai que dans cette situation, on ne peut que s'attrister de ce genre de situation. Voilà, je ne peux pas dire de ce qui a été dit. Bon, je crois que ça a été très bien dit, et je ne peux qu'adhérer. Deux petites choses. Je voudrais dire qu'on se souvienne ce que je veux dire. La religion ne doit pas faire la loi dans la République. Il faut le dire aux gens. Mais il faut le dire. Il faut qu'on soit d'accord dessus. Hein, et il faut que ce soit express. Bon, premièrement. Deuxièmement, la République doit être capable de répondre juridiquement aux questionnements des gens. Sinon, l'État islamique va te dire, ça a failli, nous pas un point d'autre bitin qui fait que agir. Je fais la loi. Et voilà, c'est ça la question. Il faut le dire franchement. Et il faut une nouvelle dynamique pour une nouvelle laïcité, un nouveau point d'équilibre de cette question-là. Ça veut dire que les problèmes qui se posent. Vous savez très bien que je ne suis pas rapide, vous savez. Excellent. Bon, je vais essayer de vous repère après le café, l'apéro. Donc il y a 3 problèmes qui vont se poser et il va falloir en tout cas les poser. Le premier problème, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est la notion de défense et illustration. La République doit se défendre, mais elle doit aussi s'illustrer. Donc il y a toute une dynamique, une dialectique là, qu'il va falloir mettre en place. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est soit la notion de consensus. Le consensus, c'est quoi actuellement? Je crois qu'on est plus dans de la connivence. On n'est pas du tout dans le consensus. La connaissance, le consensus, c'est la chose dite, alors qu'on est dans l'affichage sur la dénonciation. Et donc, tout ce qui est en train de se soulever là, ce sont des guerres de connivence
entre pays, entre États de connivence, faute d'arriver à faire des consensus, ou alors en bâtissant des consensus mous sur du juridisme, de l'économisme, des choses comme ça. Parce que le vrai consensus, sur quoi il se fait? Ben, sur la culture. C'est ça. Et c'est ça le problème. Et donc, on assiste à quoi, à mon avis? Et là, je vais trouver 30 secondes pour que Nico me réponde. Mais non, effectivement, il y a un déplacement, il y a un glissement profond du sens premier de l'être au monde, de l'inscription dans la société. Le sens premier de l'inscription des gens, c'est pas la politique, c'est pas l'économique, c'est même pas la fin, à la limite, c'est la culture. C'est ça. Et donc, par rapport à ça, à l'impossibilité de mettre la règle de droit comme milieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en avant? Eh bien, la règle d'usage. Et la règle d'usage, c'est le droit coutumier. Et ce droit coutumier, c'est lui qui envahit tous les champs sociaux actuellement. Absolument. Ainsi va le monde, ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée. Si vous le voulez bien. À dimanche, si vous le voulez bien. Peut-être.